Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. L'enfant, l'adolescent et la loi. Jean-Michel Bessette. Qui montrera un enfant tel qu'il est? Qui le placera dans la constellation et mettra la mesure de la distance dans sa main? Des meurtriers, il est aisé de les pressentir, mais contenir la mort, toute la mort, dès avant la vie, si doucement la contenir et n'être pas méchant, cela est ineffable. René Maria Rilke. Le texte de présentation de ce congrès, faisant référence à ce qu'il est convenu d'appeler la délinquance juvénile, appelle de ses vœux une approche globale et compréhensive. C'est dans cette perspective que je voudrais inscrire cette intervention. Je vais donc m'efforcer d'apporter au débat certains éléments d'information de nature anthropologique, visant à inscrire la thématique enfant, adolescent et loi, dans un cadre général susceptible de favoriser une meilleure compréhension des modalités de fonctionnement de l'économie humaine. La quête anthropologique consiste en effet à porter au jour les processus socio-historiques et les logiques sociales à l'œuvre dans la production des hommes, production différenciée dans l'espace et dans le temps. Un peu d'anthropologie, un peu d'histoire. Dans aucune société, un homme et une femme n'ont jamais suffi à faire un enfant. Ils ne peuvent que fabriquer des fœtus que des agents plus puissants, ancêtres, mythologie, Dieu, transforment en enfants en les dotant de souffle, d'esprit ou d'âme. Ainsi, qu'est-ce donc qu'un enfant inuit pour ses parents? L'homme fabrique avec son sperme les os, la charpente du corps de l'enfant. La femme avec son sang en fabrique la chair et la peau. Au stade intra-utérin, l'enfant est un fœtus qui n'a pas d'âme et qui n'est pas encore un être humain. Il le devient le jour de sa naissance lorsque Scylla, le maître de l'univers, introduit dans son corps une bulle d'air qui va devenir son souffle, son principe de vie. Mais le nouveau-né n'existe pas encore comme être social, comme un Inuk. Il le devient lorsqu'il reçoit de ses parents un ou plusieurs noms lors d'une cérémonie à laquelle assiste toute sa parentèle, ainsi que les voisins et amis de ses parents. 1. De même, les travaux de nombreux chercheurs Ph. Ariès 2, M. Foucault 3, J. Donzelot 4, Ph. Meyer 5, etc., nous rappellent, si besoin était, que les enfants ne tombent pas du ciel. Ph. Ariès a insisté sur les transformations historiques des représentations et des pratiques familiales relatives à l'enfant sous l'Ancien Régime. De leur côté, dans la continuité des analyses de M. Foucault mettant en œuvre les notions de biopouvoir et de biopolitique, J. Donzelot et Ph. Meyer ont montré comment l'institution familiale est progressivement devenue l'objet de l'attention de l'État, et comment l'État, à travers la mise en place de dispositifs légaux relatifs à l'enfant, s'est efforcé d'exercer sa police pour réguler les mœurs et les comportements, visant à une socialisation dans un monde de plus en plus voué à la raison marchande. Ainsi, depuis 2 siècles, les mailles du contrôle social sur l'enfant ne feraient que se resserrer. Pourtant, on entend dire ici et là que les enfants sont paradoxalement de moins en moins contrôlables. Un enquêteur social auprès du JAF. Pour illustrer cette réalité, de l'incontrôlabilité de l'enfant, une anecdote significative qui m'a été rapportée par un enquêteur social commis par le juge aux affaires familiales, département de Haute-Saône 70. Le contexte. Une expertise sociale, printemps 2001 à la demande des parents, suite au refus de la mère de confier les enfants au père. Village de 500 habitants Haute-Saône. Milieu social, classe moyenne, père, facteur, fils d'ouvrier, mère, fille d'ouvrier niveau BEP a été salariée, elle vit avec un artisan boulanger dans une grande maison cossue au centre du village. L'enquêteur social arrive devant la maison du boulanger pour auditionner la mère des enfants. Il se gare. En sortant de sa voiture, il aperçoit un gamin 5 ans, debout sur le rebord de la fenêtre du premier étage, crâne rasé, main dans les poches, qui le regarde arriver et l'interpelle. « C'est toi l'enculé du tribunal? Où elle est ta maman? En bas avec mon petit frère, mais faut pas nous emmerder. » Après avoir passé la porte, l'enquêteur se voit tendre une chaise tandis que la mère lui explique que son fils parle comme son père, et surtout que le petit est pire que le grand, ce qu'il constate de facto puisqu'au vu de l'ordonnance du JAF le gamin, à côté de sa mère, tente de l'attraper et de la déchirer tout en lui donnant des coups de pied sous la table. Cette anecdote pour ancrer dans une certaine réalité la réflexion que je voudrais maintenant engager sur les modalités de production du petit homme.
À partir de quand le petit homme devient-il sujet de droit? En pratique, c'est le seuil de 22 semaines qui délimite le plus jeune âge où la réanimation néonatale peut actuellement être envisagée. Ce seuil, marquant la viabilité possible du fœtus, figure dans le premier rapport du Comité consultatif national d'éthique de 1984, dans lequel il est indiqué que, si l'embryon non viable n'a pas la qualité de personne humaine pleinement reconnue par le droit, mais n'a qu'une personnalité juridique potentielle et conditionnelle, à condition qu'il naisse vivant et viable, en revanche, l'embryon viable devient indépendant du corps de la mère et peut être considéré comme une personne à part entière. Dans la même perspective, un récent arrêt de la Cour de cassation, 6 février 2008, permet qu'un fœtus né sans vie puisse désormais être déclaré à l'état civil, prenant en compte les sentiments des couples voulant faire reconnaître l'existence juridique de leur fœtus mort-né. Ainsi chacun peut, s'il le souhaite, offrir un rituel et bénéficier d'une reconnaissance de son deuil. Qu'est-ce qui fait du petit homme un être humain? En réalité, cette ébauche de personne, l'embryon ou le fœtus, puis le tout nouveau-né, qu'est-ce qui la fera humaine? De façon synthétique, on pourrait dire que c'est le principe de reconnaissance qui ouvre le petit homme, ou l'homme à l'humanité. De fait, si d'un point de vue strictement juridique, le point de départ du droit à la vie relève de la marge d'appréciation des États, Cour européenne des droits de l'homme 1999, d'un point de vue anthropologique, c'est l'inclusion dans un cercle, système, réseau signifiant symbolique, reconnaissance qui signe l'appartenance au groupe humain. Ainsi, André Iteanu rapporte que chez les Orokaïva, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, tuer et manger un homme ne pose guère de problème, pourvu qu'on ne le connaisse pas. En revanche, le meurtre d'un familier est une toute autre affaire. 8. Il entend par là que hors le groupe, les autres non reconnus se trouvent réduits à la condition de gibier, de viande. C'est dans cette même perspective, il me semble, qu'il convient également de comprendre ce que les anthropologues ont désigné comme l'infanticide, du nouveau-né de sexe féminin surnuméraire chez les Inuits. Considérée comme non viable pour le groupe, elle ne sera pas un chasseur, on lui fourrait une poignée de neige dans la bouche et on le donnait à manger aux chiens. Ces deux exemples illustrent de façon brute que c'est bien le fait d'être inclus dans un cercle signifiant, la famille, le groupe, la nation, qui en l'homme fonde l'humanité. On peut, je pense, lire de façon similaire les processus de destitution de l'humain, par exemple les scènes de supplice de l'Ancien Régime qui voyaient le criminel s'étant rendu coupable d'un forfait monstrueux, tel le régicide, confère Damien. Écartelé, découpé en morceaux, littéralement bousillé, ses cendres étant dispersées aux quatre vents, mais aussi les techniques de négation de l'homme mises en œuvre par les nazis désignant leurs victimes comme des trucs, des chiffons, des ch'tucs. Ainsi, occulter le rôle primordial du symbolique dans la constitution de l'humain, c'est purement et simplement nier l'homme. C'est régresser au niveau zoologique, en revenir littéralement à la viande, et activer ce que P. Legendre appelle une conception bouchère de l'histoire. Replacée dans une telle perspective, la question, mise récemment sous les feux de l'actualité des tests ADN dans la recherche de la filiation ne laisse pas d'inquiéter l'anthropologue. En résumé, on peut affirmer qu'il n'existe d'être humain qu'institué et reconnu comme tel. L'homme, animal politique, animal parlant. On connaît les formules classiques définissant l'homme comme un animal politique, ou comme animal parlant. De fait, si l'on convient que ce qui fait l'homme humain, c'est bien l'inclusion dans un cercle signifiant, dans un réseau tissé de symboliques et de pratiques communes formant consensus, groupe, ethnie, classe, nation, on peut comprendre l'importance du langage comme vecteur de socialisation. C'est ainsi que de nombreux auteurs comme Gilles Lacan, René H. Spitz, M. Manoni, P. Legendre et bien d'autres, font du langage le vecteur principal de la constitution du sujet. Lacan écrit par exemple « C'est le Verbe qui est au commencement et nous vivons de sa création. Nul n'est censé ignorer la loi ». Cette formule transcrite d'un code de justice exprime la vérité où notre expérience se fonde et qu'elle confirme. Nul homme ne l'ignore en effet, puisque la loi de l'homme est la loi du langage. 9. Lorsqu'on s'interroge sur les processus de présentation du monde au petit homme, ou d'inclusion de l'enfant dans le monde, on est de fait conduit à ménager une place prépondérante à la question du rapport de l'homme au langage. L'homme, l'animal parlant, est un être de symbole et c'est à travers des processus de symbolisation,
ayant principalement le langage comme support, même s'il y a d'autres modalités d'expression, physique, rythmique, prosodique, mimique, etc., qui les produit et qu'il se produit. C'est par le biais du langage que le sens est donné à l'enfant. À travers la mise en mots des situations, l'enfant se distancie de ses pulsions. Le nourrisson qui pleure et qu'on laisse pleurer se trouve contraint de différer la satisfaction de ses besoins, et c'est déjà une pose de limite. Un écart se crée entre soi et ses pulsions. Cet écart est rempli par la parole, ou laissé vide par l'absence de parole, faisant accéder le petit homme à la dimension du sens ou du non-sens. Ainsi, l'édifice langagier, porté par la mère, le père, les proches, le groupe, la société, contribue à l'institution du sujet. C'est donc à travers la symbolisation que l'enfant s'arrache à sa propre opacité et à la gangue du monde, qu'il se différencie des êtres et des choses, passant du fantasme, principe de plaisir ou empathie, au réel, principe de réalité, pour se rencontrer, conquérir ou asseoir une certaine autonomie. Ce travail de différenciation par la symbolisation lui permet de s'accorder aux images du monde et de lui-même qui lui sont transmises par ses pairs, mais aussi l'introduisent imperceptiblement à une certaine légalité des signes. Apprendre le langage n'est pas s'initier à associer des signes conventionnels, les mots, à des idées représentatives intérieures. C'est se voir enseigner la technique qui permet de rentrer pratiquement dans la modalité conditionnelle caractéristique du monde humain de la règle. 10. En ce sens, le langage recèle un caractère normatif. Il sépare et fait émerger le sujet de l'inconscient anomie. Platon l'avait pressenti lorsque par la bouche de Socrate il désigne l'onomaturge, le faiseur de noms, comme un législateur. C'est un homothétès, littéralement un poseur de lois, qui invente, fabrique, s'approprie et définit l'ordre du monde à travers ce même mécanisme, du langage, par lequel le monde lui a été donné 11. Le langage fait donc loi et donne forme au petit homme. C'est ainsi que chacun en tant que sujet normal, normé, normalisé, se trouve étalonné, socialisé, littéralement mis à l'équerre 12. Dans les travaux que j'ai menés sur les rapports entre crime et langage 13, je me suis efforcé d'analyser ce procès de civilisation du fantasme ou des pulsions à travers la parole et la symbolisation comme un processus de sublimation qui, en bout de chaîne, fait que le fantasme ou la pulsion sont symbolisés et non pas agis. C'est ainsi que je me suis appliqué à rendre compte du fait que la statistique criminelle met en relief une nette opposition entre manuel et intellectuel, agent d'exécution et agent de conception, entre gens du geste et gens de la parole. L'analyse de ce processus trouve un point d'appui dans la thèse développée par les sociolinguistes 14, selon laquelle les structures sociales et les rapports sociaux sont producteurs de formes linguistiques particulières véhiculant des traits sémantiques et culturels différenciés, selon le milieu et la forme du rapport social. Ces traits sémantiques participent à la structuration psychologique, identitaire, des locuteurs, favorisant in fine certains types comportementaux. Dans cette perspective, on a pu mettre en évidence que la division sociale du travail, et singulièrement la division entre manuel et intellectuel, trouvait un écho au niveau linguistique et symbolique, langage formel, langage populaire, code élaboré, code restreint. À pratiques et rapports sociaux différents, langage différent et par le biais du langage, structuration psychologique différente. L'enfant ne naît pas tout armé d'une individualité propre, qui le précéderait dans sa course. Tout au contraire, on souligne que la façon dont l'individu raisonne et agit est indissociable de sa personnalité singulière et que celle-ci n'est pas donnée, mais se construit au cours de l'enfance et que cette construction passe par toutes les dimensions pulsionnelles, affectives, morales, mentales, des relations que l'enfant noue à ses autrui si particuliers que sont ses parents. 15. On conçoit dès lors l'impact de l'influence des cadres sociaux, groupe familial, groupe de pairs, groupe social, dans lesquels l'enfant et l'adolescent sont socialisés comme vecteurs d'intégration, ou non, aux normes dominantes de la société globale. Or, pour rester dans le cadre hexagonal et n'en déplaise aux promoteurs d'une certaine idée de l'identité nationale, tous les enfants vivant sur le sol de France ne sont pas socialisés de façon uniforme. Selon les milieux sociaux donc, les groupes qui participent à la structuration de l'enfant, l'adolescent, ne véhiculent pas les mêmes systèmes de représentation, de normes ou de valeurs, sous-culture, ethos. À cet égard, on ne peut que constater l'inégale distribution des cartes dévolues à chacun pour entrer dans le jeu social. C'est une palette diversifiée de potentialités comportementales qui pourra alors être déclinée,
en fonction du milieu d'appartenance et des positions sociales occupées. Ainsi d'aucuns, dotés d'un entourage structuré et bien intégré dans le système de normes et de valeurs dominants, s'intégreront aisément dans les cadres sociaux légitimes, tandis que d'autres, dotés d'un habitus et d'un ethos différents, moins compatibles avec les normes dominantes ou plus ou moins laissés à la dérive, éprouveront des difficultés à naviguer dans un monde dont les règles de fonctionnement ne leur parlent pas, dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas parce qu'ils n'y sont pas reconnus. Ainsi, le discours, mais aussi les attitudes et les actes, de son entourage délimitent un ensemble de stimuli, émotionnels, affectifs, cognitifs, auxquels l'enfant s'adapte, déterminant en retour son mode d'adaptation à l'environnement. Chaque fois qu'il parle, c'est pour lui l'occasion de s'intégrer à un monde et d'intégrer une certaine vision du monde, d'intérioriser des modèles, des valeurs, des normes socialement déterminées. C'est ainsi que le langage, support de la communication, conditionne en retour, feedback, la communication et modèle peu à peu le comportement. Ce processus de subordination des comportements aux significations verbalement élaborées deviendra progressivement l'outil principal qui permettra à l'enfant de se réguler, de se normaliser, et plus tard peut-être de s'autonomiser, c'est-à-dire de fabriquer sa propre loi. En ce sens, on peut parler d'un véritable contrôle social intériorisé. Car le social agit sur nous non seulement du dehors, mais aussi du dedans. De fait, si la notion de contrôle social a d'abord désigné les processus sociaux qui ont pour objet de produire des conduites conformes à la norme ou à la loi, elle inclut également l'ensemble des mécanismes qui assurent l'intériorisation de cet ordre social, la régulation de l'expression personnelle, la structuration du moi. C'est là un niveau fondamental, où se construit la relation de l'individu à l'ordre social. En résumé, des pratiques linguistiques différenciées selon le milieu social véhiculent et modèlent des caractéristiques psychologiques, émotionnelles, cognitives et comportementales particulières différenciées. À des modes de développement différents, s'exprimant à travers des codes du langage différents, correspondent des structurations et de modes de stabilisation psychologique différents, ethos, système de normes, de valeurs et de représentation. Et de même que le système de codification, la loi, qui régit le fonctionnement d'une société ou d'un groupe est un système de régulation du social, le code du langage utilisé par tel ou tel individu participe à sa structuration et à sa stabilisation psychologique, à son inclusion dans le social, agissant sur lui comme un système de régulation personnelle. Si l'on replace cette analyse dans le cadre de la problématique criminologique du passage à l'acte, on peut comprendre que dans une situation tendue ou conflictuelle, les modes d'adaptation d'individus de milieux différents pourront varier en fonction des apprentissages symboliques respectifs incorporés, ethos, susceptibles de les réguler. Ainsi, certains, les intellectuels par exemple, s'orienteront plus probablement vers une résolution symbolique de la situation, tandis que d'autres, les manuels, auront plus probablement recours à l'action, passage à l'acte, pour liquider le conflit. C'est en ce sens que l'on peut dire du meurtre qu'il est l'ultime échec de la parole. Dans cette perspective, le geste violent, impulsif, non contrôlé recèle un aspect sémiologique. Il peut parfois apparaître comme un moyen ultime à travers lequel certains individus, appartenant généralement au groupe débiteurs du jeu social, exclus du code et du discours dominant, tentent de s'exprimer. On peut alors y lire l'expression d'une main déshumanisée, en rupture de sens, littéralement insensée. Anomie. Il me semble important de revenir un instant sur la notion d'anomie. C'est à travers cette notion qui signifie littéralement absence de règles, de normes ou de lois, nous pourrions, en usant d'une terminologie plus actuelle, parler d'absence de régulation, que Durkheim rend compte d'un certain type de suicide. Le raisonnement qu'il tient à propos du suicide peut, il me semble, être transposé dans le cadre d'une interrogation sur les normes et les limites, imposées par une autorité, par la loi. Je résume l'argumentaire durkheimien. L'homme ne peut vivre en harmonie avec lui-même et avec autrui, que si ses besoins sont suffisamment en rapport avec ses moyens. Mais comment fixer une limite à ses besoins ? En tant qu'ils dépendent de l'individu seul, ceux-ci semblent illimités. Dans nos sociétés de consommation, l'individu tend à vouloir toujours plus. Il faut donc qu'une puissance régulatrice vienne assurer l'équilibre indispensable entre besoins et moyens, et marque une borne au désir de chacun. Ce rôle modérateur est généralement assuré par poids coercitif des normes,
des règles et des valeurs collectives qui sont inculquées et incorporées, habitus plus ethos, à travers l'éducation et les divers processus de socialisation. Sous cette pression, chacun dans sa sphère se rend vaguement compte des limites jusqu'où peuvent aller ses ambitions et n'aspire à rien au-delà. Un équilibre se trouve ainsi établi, entre conditions objectives et perceptions subjectives, attitudes et comportements sont régulés. Mais cette régulation ne peut être opérante que si le système de règles, de valeurs et de normes qui accourt est considéré comme juste par les populations qui y sont soumises. Lorsqu'il ne se maintient plus que par force ou habitude, la paix et l'harmonie ne subsistent plus qu'en apparence. L'esprit d'inquiétude et le mécontentement sont latents, les appétits superficiellement contenus ne tardent pas à se déchaîner. C'est le cas, nous dit Durkheim, lorsque surviennent des crises économiques, morales, et que brusquement se trouve mis en question ou bouleversé le système de valeurs sur lequel reposait jusque-là le jeu social. On ne sait plus ce qui est juste et ce qui est injuste, quelles sont les revendications et les espérances légitimes, quelles sont celles qui passent la mesure. Les appétits ne savent plus où sont les bornes devant lesquelles ils doivent s'arrêter. L'état de dérèglement ou d'anomie est donc encore renforcé par ce fait que les passions sont moins disciplinées au moment même où elles auraient besoin d'une plus forte discipline. Mais, poursuit Durkheim, au lieu de ne se produire que par accès intermittents et sous forme de crise, l'anomie se trouve désormais à l'état chronique dans une sphère particulière de la vie sociale, la sphère de l'économique, le monde du commerce et de l'industrie. Depuis un siècle, Durkheim écrit cela en 1897, on déclare que les nations doivent avoir pour seul ou principal objectif de prospérer industriellement. Au lieu d'être regardées comme un moyen en vue d'une fin qui la dépasse, le bien-être des populations, l'industrie est devenue la fin suprême des individus et des sociétés. Mais alors, il est arrivé que les appétits qu'elle met en jeu se sont trouvés affranchis de toute autorité qui les limita. Cette apothéose du bien-être, société hédoniste, consumériste, les a mis au-dessus de toute loi humaine. Et cette effervescence régnant dans la sphère économique s'est progressivement propagée à l'ensemble de la société, devenant la norme. La passion de l'infini, autre façon de désigner l'anomie, est désormais présentée comme une marque de distinction morale, alors qu'elle ne peut se produire qu'au sein de consciences dérégulées qui érigent en règle le dérèglement. C'est ainsi que les valeurs propres à l'économie de marché, libéralisme, ont en quelque sorte érigé la dérégulation en règle, induisant un état d'anomie quasi constant. La perte d'un sens des valeurs collectivement partagées engendre cette maladie de l'infini, l'anomie, qui signe la dilution des solidarités collectives et marque l'affaiblissement de la cohésion du système social. Ainsi, certains comportements qualifiés de déviants, suicides, crimes, folie, seraient-ils favorisés par le dérèglement moral et idéologique de la société retentissant sur les consciences individuelles. Car cet état d'anomie se développant dans les différentes sphères de la vie sociale et soustrayant pour une bonne part la vie collective à l'action modératrice de la règle, favorise l'état de guerre entre les hommes. Nos sociétés présentent donc cette caractéristique d'être structurellement anomiques et l'on peut, en reprenant les conclusions que Durkheim appliquait au suicide, dire que l'anomie est dans nos sociétés modernes un facteur régulier et spécifique de déviance, de délinquance ou de criminalité. C'est dans ce sens que l'on a pu parler, à propos des sociétés assujetties au modèle de l'économie libérale, de sociétés criminogènes. Chômage et sauvage. Il importe d'insister sur la question du chômage, qui constitue sans doute un facteur prépondérant dans la production de ce que l'on appelle les violences urbaines, et qu'il conviendrait plutôt, il me semble, d'analyser comme un effet boomerang de la violence de l'urbanisation. De fait, dans nos sociétés développées, de type industriel et marchand, l'emploi est un élément essentiel d'ancrage identitaire et social, une clé d'accès à une réelle citoyenneté. L'inclusion dans le monde du travail permet non seulement d'accéder à une certaine autonomie immancière, mais elle est aussi un vecteur de normes, de valeurs et de solidarité, culture ouvrière. On sait que le chômage touche principalement les jeunes non diplômés ou sans qualification. Les chiffres publiés par l'Observatoire national des zones urbaines sensibles ZUS, dans son rapport annuel, Le Monde du 10-11-2006, sont éloquents. Dans ces zones dites sensibles, le taux moyen de chômage est de 22%, moyenne nationale, 9%.
Mais il monte à 32% pour les immigrés originaires d'un pays extérieur à l'Union européenne. Et c'est près de 45% des actifs âgés de moins de 25 ans et domiciliés dans une ZUS qui sont à la recherche d'un emploi. 16. Dans les sociétés qui nous ont précédés, sociétés traditionnelles ou non encore parvenues au stade de l'automation industrielle, les individus trouvaient d'une façon ou d'une autre leur place. Ils étaient nécessaires, en ce sens que l'on avait besoin des hommes pour produire, pour se défendre, etc. 17. Ainsi, jusqu'à l'apparition des États-nations et des armées de masse, l'homme, qu'il soit esclave, paysan, ouvrier, soldat, etc., est potentiellement utile. Cet état de fait va progressivement changer avec l'essor de la société industrielle qui voit s'opérer une importante division du travail, s'installer l'emploi salarié et corrélativement le chômage. Un pas supplémentaire est franchi avec l'automation et le développement des hautes technologies, tant dans le domaine post-industriel que militaire, qui nécessitent désormais de véritables professionnels. Dans la perspective de l'économie libérale, augmenter toujours plus la productivité, l'impact de la révolution industrielle et scientifique conduit progressivement à l'évacuation de l'homme du processus de production 18. Avec l'impératif de la démarche qualité, avec l'automation et la mise au point d'armes intelligentes, on dégraisse les entreprises et les institutions, on envisage des conflits zéro défaut, zéro mort, du côté des maîtres des hautes technologies. Ouvriers et soldats sont désormais en passe d'être remplacés par des automates. Du même coup, l'homme n'apparaît plus comme une ressource indispensable. L'homme non qualifié pour la société de haute technologie, celui dont on n'a plus vraiment besoin, l'inutile, tend à devenir surnuméraire, comme certains nouveau-nés de sexe féminin chez les Inuits. Si l'homme non qualifié pour la société de haute technologie tend à devenir inutile économiquement, inutile socialement, s'il devient non plus un chômeur conjoncturel comme ce fut le cas dans la phase ascendante du capitalisme industriel, lorsqu'il participait au maintien d'une armée industrielle de réserve, mais un chômeur structurel, quasi définitif, on peut alors envisager, faute de son renvoi sous d'autres latitudes, son occultation, sa négation, sa disparition. Alors on l'abandonne. On se désintéresse de ces populations reléguées dans des ghettos. À travers la mise en œuvre de techniques de relégation ou d'abandon pur et simple de masse d'individus qu'on peut désigner comme des inutiles au monde techno-industriel avancé, le laisser-faire libéral dessine ainsi sur le territoire des no man's land, sorte de trou noir de notre univers social, favela, banlieue, quartier dits sensibles, cité à la dérive. Derrière l'anomie due à la dérégulation, dogme de l'économie libérale, se profile la perte des droits fondamentaux, au sens de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et singulièrement du droit au travail 19. Comment peut-on espérer voir accorder des droits de cité, droits de citoyenneté, etc., à des individus qui sont considérés comme économiquement, socialement, politiquement inutiles? Cette situation de chômage quasi structurel aboutit à priver les individus de l'indépendance économique sans laquelle, nous dit Durkheim, la liberté et la dignité ne sont que nominales. Sans espoir, en quête de reconnaissance, ces sacrifiés de la société techno-industrielle puisent un peu de dignité, se construisent un visage ou tentent de garder la face dans des rites susceptibles de leur permettre de se forger une identité reconnue. Si certaines études portant sur la délinquance et la violence des jeunes habitants de banlieue s'appuient souvent sur la référence à des sous-cultures, que l'on a commodément regroupées sous le terme de culture de rue, il apparaît en fait que loin de ressembler à des ethnies soudées par une culture commune, les quartiers dits sensibles peuvent aussi se laisser appréhender comme des agrégats de solitude perdus se débattant dans une violence réciproque, latente ou effective, qui sape les efforts des habitants pour recomposer et assurer une sociabilité. Nos études 21 ont montré que les disputes, les rixes, les bagarres entre voisins ou les conflits familiaux venaient souvent souligner l'instabilité, voire la versatilité des rapports sociaux. D'un moment à l'autre, l'allié le plus proche peut devenir le pire ennemi. Et loin de s'inscrire inéluctablement dans le prolongement de la vie quotidienne des quartiers, les émeutes, que je préférerais qualifier de révolte pour la révolte, peuvent aussi se lire comme des moments de transformation de la violence réciproque en violence unanime. Violence unanimement dirigée contre les marqueurs des institutions, écoles, bibliothèques, police, pompiers, postes, bus, qui en ne les instituant pas les ont refoulés.
Inutiles au monde techno-industriel, abandonnés d'une société qui ne leur ménage pas de place, qui leur renvoie l'image d'une identité négative, où ils n'existent qu'au travers de leur dangerosité supposée, leur potentiel d'explosivité ne fait que croître. Il suffira alors d'une étincelle, situation ou configuration critique, un accident, un choc, une provocation. Vous voulez qu'on vous débarrasse de cette racaille ? Pour que ça explose. Alors, à la une des médias qui amplifient voire suscitent leur exaction, ils jouiront d'exister enfin aux yeux du monde. Ils se seront éclatés dans les flambées, repassant en boucle sur les écrans de la machine à décerveler, d'un grand soir sans lendemain 22. Pour que la loi redevienne pour ces jeunes abandonnés ou perdus de la société une protection et une limite, voire un véhicule du sens, il conviendrait à minima de leur offrir la possibilité d'exercer des droits. Et d'abord sans doute, le droit au travail. Comment éprouver la loi lorsqu'on se trouve démuni, face à une insécurité économique quasi totale, par rapport au travail, à l'argent, au logement, à l'estime de soi. Pour conclure, pour accéder à l'humanité, on a vu que le petit homme doit être nourri de sens. Ce sont d'abord les proches de l'enfant qui, à travers la parole et l'exemple, le façonnent, le construisent. Les actes et paroles des adultes sont des liens signifiants qui nous fabriquent, nous instituent, nous constituent. Mais ces proches, comment sont-ils ancrés dans le monde ? Quelle est leur place ? Leur position sociale ? S'ils sont eux-mêmes plus ou moins exclus ou à la marge, quel vécu, quelle image du monde pourront-ils bien transmettre ? Quel type d'homme est-il celui qui a été produit dans la démesure, sans limite, ou la violence de sa condition, en dehors des balises normatives susceptibles de fonder en lui des raisons de vivre ? En écho à la casse subie par les enfants adolescents construits de briques et de brocs auxquels bien peu de limites ont été données, abandonnés à l'anomie, répond le geste des casseurs. Hello. 2. La justice des mineurs, changement de regard, nouvelles pratiques. Yves Cartuvels. Introduction. Ce colloque a été placé sous l'égide du changement. Quelles sont les nouvelles transgressions ? Quelles seraient les nouvelles pratiques en réponse à la déviance des mineurs ? La double question pose d'abord un enjeu d'ordre épistémologique qui divise la criminologie depuis de nombreuses années, relancé il y a quelques années dans un débat organisé par la revue Déviance et Société, 1995. Peut-on travailler à la fois sur le passage à l'acte, les nouvelles transgressions et les pratiques du système pénal ? Les réponses ? On sait que l'étude du passage à l'acte renvoie au premier paradigme de la criminologie, héritage de l'école positive italienne de la fin du XIXe siècle, tandis que le second sera mobilisé par une sociologie de la déviance constructiviste à partir des années 1950, laquelle se construit régulièrement en opposition au point aveugle et effet jugé problématique du premier paradigme. Si on se permet cette remarque, c'est qu'elle n'est pas anecdotique eu égard aux évolutions contemporaines repérables dans le traitement de la justice des mineurs. Plusieurs inflexions récentes témoignent aujourd'hui du retour en force d'un positivisme volontiers scientiste dans divers domaines du savoir et la criminologie ne fait pas exception à la règle, y compris dans le domaine de la justice des mineurs. À l'analyse des processus normatifs et institutionnels producteurs de déviance, paradigme de la définition sociale, répond aujourd'hui une certaine fascination pour les explications déterministes et probabilistes fournies par une science du crime ou du criminel, paradigme du passage à l'acte. Ensuite, l'affirmation contenue dans le titre de ce colloque laisse supposer des évolutions assez radicales, repérables tant chez les jeunes qu'au sein des systèmes d'éducation et d'administration de la justice pénale mobilisés pour répondre à la déviance des mineurs. Plusieurs de ces changements ont été évoqués au cours de ce colloque, et d'autres sont classiquement répertoriés ces dernières années. Du côté des conduites, on peut signaler les éléments suivants. Délinquance plus précoce, agression sexuelle à l'adolescence, accroissement des faits de violence gratuite, déviance des mineurs d'origine étrangère ou encore mineurs atteints de troubles de conduite, constituent quelques-uns de ces thèmes nouveaux, aux côtés des classiques que sont l'augmentation généralisée de la délinquance des mineurs, la persistance d'un noyau dur de mineurs plus âgés ou encore l'existence des apostrophes. Un rapport problématique à la loi dans des sociétés de self-service normatif, le gendre. Du côté des réponses, les mutations ne sont pas moins consistantes.
dépistage préventif des futurs délinquants, remodelage des politiques de prévention sociale, policière, situationnelle, travail en réseau, remise en question du modèle éducatif, responsabilisation des jeunes sinon des parents et retour de la sanction, diversification des réponses et renouveau de l'enfermement sont autant Autre inflexion généralement soulignée dans les modes de réaction sociale à la déviance des jeunes, Bayot, Cartuivels, 2007. Faire le point sur ces changements est un défi redoutable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il reste extrêmement difficile, au-delà des statistiques en tout genre, de savoir ce qui change réellement. Dans le champ de la déviance comme ailleurs, les statistiques sont des constructions d'objets dont les catégories changent avec les époques, de sorte que l'on compare régulièrement des pommes et de poires. On sait par ailleurs que ces statistiques ne donnent jamais qu'une image partielle et tronquée de la réalité des infractions commises, ne comptabilisant qu'une partie de la délinquance réelle, surreprésentant certains types de contentieux, sous-représentant certains autres, en fonction des priorités des acteurs du système de la justice pénale qui ne sont bien souvent que le reflet des alarmes sociales. Robert Faugeron 1980. Les enquêtes de victimisation comme les enquêtes de délinquance auto-reportées, introduites à partir des années 1960 notamment pour répondre aux lacunes des statistiques officielles, comportent cependant également des biais méthodologiques, Zoberman 1985. Ensuite, se pencher sur ce qui change ne doit pas faire oublier ce qui ne change pas. Comme le souligne justement le sociologue anglo-américain Day Garland, se focaliser uniquement sur ce qui est neuf risque de nous donner une image tronquée des réalités existantes, marquée sans doute, tant au niveau des pratiques que des réponses sociales, par l'hybridation entre des modalités et des logiques d'action diversifiées. Garland, 2001. Enfin, à se focaliser sur les changements réels, les comportements, on risque d'oblitérer les changements de regard auxquels répond une analyse en termes de changements dans les pratiques des uns et des autres. Existe-t-il plus de jeunes déviants atteints de troubles de comportement aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou sommes-nous devenus moins tolérants ? Plus de problèmes psychiques ou sommes-nous devenus plus enclins à coller des étiquettes ? Plus de jeunes d'origine étrangère auteurs de faits qualifiés infractions ? Ou bien est-ce le tabou d'une lecture culturaliste et parfois ethnicisante de la déviance qui est en train de sauter ? Le même type d'interrogation est possible en ce qui concerne les faits. Y a-t-il l'augmentation de faits d'abus sexuels commis par des mineurs ou bien est-ce le repérage et la problématisation de ce type d'acte qui s'accroît, en fonction de priorités sociales ou de pression médiatique ? Plus de faits de violence gratuite, au sens où l'acte commis semble sans proportion avec l'objectif poursuivi, ou bien est-ce l'éclairage médiatique qui gonfle au-delà du raisonnable l'importance quantitative réelle d'actes qui ont toujours existé ? Dans bien des cas, l'émergence d'une nouvelle catégorie ou le changement répertorié dans les chiffres peut tout aussi bien renvoyer à une évolution réelle des comportements déviants qu'à un changement des pratiques au sein des appareils de réaction sociale, à une évolution du regard social sur certaines pratiques, autrefois tolérées, aujourd'hui poursuivies et condamnées, qu'à l'adoption d'une autre grille de lecture de phénomènes déjà existants mais qui étaient lus et répertoriés sous d'autres catégories par le passé. Ces précautions prises, je vais tenter non pas de faire la synthèse des exposés dont je n'ai pu entendre qu'une partie, mais de proposer quelques pistes de réflexion à propos des mutations en cours et de quelques enjeux de fond qu'elles me semblent signaler, en espérant qu'elles renvoient à certains des enjeux discutés au cours de ces 2 journées. 1. Les conduites des mineurs déviants, nouvelle lecture. Au cours des dernières années, 2 changements considérables semblent affecter, moins les comportements que la lecture qui en est faite. Le premier est générique, et concerne l'image du mineur délinquant en général. Longtemps considéré comme personne vulnérable à protéger, en partie victime d'un processus de désaffiliation sociale, le mineur déviant voit aujourd'hui ce statut remis en cause. Socialement vulnérable peut-être, mais aussi acteur rationnel et responsable d'un choix d'une part, prédisposé à la délinquance et victime de facteurs de risque qui le précèdent d'autre part. Le second est plus spécifique et concerne une culturalisation de la déviance des mineurs, avec un accent croissant mis sur la délinquance commise par les jeunes étrangers ou d'origine étrangère. 1.1 Le mineur délinquant, personne socialement vulnérable, acteur rationnel ou être prédisposé au crime ? Au cours des 30 dernières années, la délinquance des mineurs a régulièrement été perçue comme la traduction d'un processus d'exclusion sociale ou le symptôme d'un malaise identitaire.
Cette lecture de la déviance des mineurs comme délinquance d'exclusion, qui met l'accent sur les processus cumulatifs de désaffiliation sociale autant que sur un problème de structuration symbolique ou de rapport à la loi chez les jeunes, souligne le processus de construction sociale de la déviance des mineurs perçu comme une question normative, sociale et politique. Plus sociologique, cette vision déontologisait et problématisait la déviance des mineurs, mettant l'accent sur les processus de définition sociale à l'œuvre derrière les comportements antisociaux, criminalisation primaire, le rôle des facteurs institutionnels, les choix privilégiés par la justice pénale et l'importance des trajectoires sociales menant à la déviance. Elle supposait d'interroger le sens de la déviance des mineurs, perçue comme symptôme d'autre chose, de chercher à comprendre la trajectoire d'un jeune et les raisons d'un dérapage, de questionner l'impact potentiellement stigmatisant de l'intervention des appareils de contrôle social, le thème de la déjudiciarisation, ou encore d'accepter que la société dans son fonctionnement portait elle aussi une part de responsabilité dans la production de la déviance des mineurs. Cette lecture de la déviance des mineurs a fortement pesé sur l'orientation des modèles de justice des mineurs en Europe. Même si elle n'y est pas parvenue de manière satisfaisante dans les faits, la justice des mineurs a cherché, à travers un jeu de sanctions parfois baptisé mesures, qui se voulaient éducatives, à promouvoir l'intégration de mineurs perçus comme déviants mais aussi comme victimes d'un processus cumulatif de vulnérabilisation sociale. Walgrave 1992. Cette lecture à tonalité compréhensive, dominante jusque dans les années 1990, est en train de changer brutalement. Certes, ce qui a fait la texture d'un modèle protectionnel ou welfare ne disparaît pas et reste notamment très présent auprès d'un certain nombre d'acteurs de terrain, confrontés en direct aux effets du malaise de civilisation que provoque, entre autres, la dualisation croissante de la vie sociale, de Koninck, Cartuivels, 2005. Mais elle est aujourd'hui concurrencée par le retour en grâce de deux autres lectures, chacune à leur manière réifiante, qui proposent un tout autre regard sur le mineur déviant, renvoyé soit à une posture d'individu rationnel dès lors sommé d'assumer ses responsabilités, soit à un statut, en définitive victimaire, d'individu prédisposé par nature biologique à la délinquance. Dans les deux cas, responsable ou victime, c'est chez le mineur déviant seul que se situe le problème dans un dispositif de lecture qui individualise sans pour autant le singulariser, la délinquance du mineur en évacuant la question de la responsabilité sociale et collective. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.